dia a todos. Boa tarde. Je sais pas, il n'y a pas de son. Boa tarde à todos. Bonjour à tous. Je m'appelle Catarina Valencia. Je représente le partenariat de la capitale européenne de la culture, candidature bien sûr, d'Evora 2027. Et merci beaucoup d'être ici, de votre présence. On est ravis d'être ici à Paris pour présenter cette candidature et ce défi que l'Alentejo a décidé de commencer. On est aussi ravis de venir encore une fois à Paris, en France, pour présenter un petit peu de la culture et du patrimoine du Portugal. Donc, on va organiser cette présentation qui devrait être faite par le mairie d'Évora, mais qui a eu un problème personnel inadiable et qui ne peut pas être là en ce moment. On va commencer par vous montrer le film qui présente institutionnellement la candidature. Et après, on essaiera de vous présenter aussi ce que c'est le Portugal, l'Alentejo et Évora en concret, parce qu'on n'est pas sûr que tout le monde connaisse cette partie-ci de notre pays. Vous savez qu'on a chaque fois plus de touristes français au Portugal. On a aussi chaque fois plus de gens qui veulent vivre au Portugal. Et donc, on vient présenter une région très particulière du Portugal, la plus grande région du Portugal, en fait. Une région qui est justement entre Lisbonne, le centre et l'Algarve. Donc, une région que normalement, les Français ne connaissent pas tellement bien. Alors, on va commencer par le film et après, on essaiera de vous décrire un petit peu la région de l'Alentejo, d'Évora et ce défi de Évora 2027 qui paraît qu'il est très loin, mais en fait n'est pas du tout lointain, la date du 2027, parce qu'en ce moment, les capitales européennes de la culture, c'est un concours national. Donc le Portugal, il a le droit à cette capitale à l'année 2027, mais la candidature nationale commence tout de suite, c'est-à-dire dans 2 ans, la candidature commence et elle se termine en 2022. Donc en 2022, on saura que Évora est la ville qui a gagné le concours. Donc on commence par je vous présente aussi les messieurs qui sont à ma gauche, oui. Alors, pas par ordre. Le président de l'entité régionale de tourisme, Saïda Silva, l'adjoint du maire, Eduardo Luciano, adjoint du maire de la mairie d'Évora, bien sûr, le président de la commission de coordination régionale, Roberto Grillo, et le président de l'agence régionale de promotion touristique, Vitor Silva. Oui. Alors, on commence avec la vidéo, s'il vous plaît. Hugo. Évora é uma cidade histórica com mais de 2000 anos que está estrategicamente situada numa zona que faz a ligação entre o norte e o sul do país, ao mesmo tempo que valorizamos a fortíssima identidade, as suas tradições que enraizam no seu povo e queremos construir o futuro de Évora baseado na criatividade, na capacidade de inovar e de construir uma nova sociedade. Évora olha agora o futuro. E para isso temos que estudar qual é a situação atual do ponto de vista da cultura, da criatividade, dos agentes que estão no terreno, e esse estudo vai permitir-nos naturalmente projetar o trabalho a desenvolver. Mas queremos ir mais longe, não apenas olhar o local, não apenas olhar o regional, mas trazer até nós também quem na Europa trabalha nesta área cultural, e para isso queremos trocar conhecimentos, ligar não apenas a área económica com a inovação, com a investigação e desenvolvimento, com a própria universidade, como também com a área cultural, onde queremos apoiar os criadores e os artistas locais. Évora e o Alentejo convidam à descoberta da sua imensa diversidade cultural, do seu povo único, das suas propostas para construir uma sociedade onde a cultura seja determinante e os valores do humanismo se projetem no futuro, se tornem perenes e universais.
Alors, merci. J'espère que le film illustre un petit peu la dimension de l'Alentejo et de la région, la diversité de la région. Alors, notre candidature a cette particularité de, bien sûr que Évora se présente comme candidate en tant que capitale européenne de la culture, mais en fait, on présente Évora et la région de l'Alentejo. L'Alentejo est une région particulièrement grande, c'est toute la partie qui est en vert le plus foncé. Donc vous voyez, c'est 33% du Portugal en fait. Mais beaucoup d'espace, très peu de gens. Bien sûr, les gens sont toujours très bien, à l'Alentejo en particulier, mais on est très peu. Donc un des défis de cette capitale européenne de la culture est et voilà pourquoi on commence à travailler depuis aujourd'hui. Le défi, c'est justement de profiter de cette opportunité de capitale européenne de la culture pour essayer de trouver un futur pour cette région autour du domaine culture. Donc, on a très peu d'habitants, on a une densité populationnelle qui est vraiment terrible, même si on compare avec la moyenne nationale. On a une population très âgée et très peu de jeunes aussi, encore plus que ce qui se passe au Portugal, encore plus ce qui se passe dans toute l'Europe. Au Portugal, on a une moyenne de 1,2 enfants par femme, donc on est vraiment avec un problème de croissance et de futur. Et encore avec une population qui a une éducation, des taux d'éducation aussi pas tellement forts. Donc, encore une fois, on regarde cette opportunité de capitale européenne de la culture justement parce qu'on croit à la région et surtout parce qu'on a eu pendant les dernières années plusieurs signes que c'est possible de trouver une solution, un futur pour cette région de l'Alentejo. Un de ces futurs, c'est bien sûr l'agriculture. Vous savez que l'Alentejo était le grenier du Portugal pendant la dictature de Salazar. On a réussi dans les dernières années à changer cette réalité. Aujourd'hui, on a des cultures traditionnelles, mais toujours avec de la technologie moderne. Je ne sais pas si vous connaissez qu'à l'Alentejo, on a le plus grand lac artificiel de l'Europe, Alqueva. Donc, on a de l'eau à l'Alentejo, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas du tout de l'eau à l'Alentejo. C'est pas vrai, on a même des plages depuis cet été-ci autour de l'Alqueva. Et donc, on a tout un nouveau paysage, des nouvelles cultures ou des cultures traditionnelles qui se sont en train de moderniser avec la technologie. C'est aussi important de parler de l'écosystème du Montado, qui est une caractéristique des pays méditerranéens, mais surtout du Portugal. En fait, l'entité régionale du tourisme, avec ici Monsieur le Président Saïd Silva, est en train de préparer, avec les autres partenaires bien sûr, est en train de préparer la candidature du Montado au label patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Donc c'est tout un écosystème où tout est à nouveau utilisé et qui est à la base du paysage de l'Alentejo. Donc je vous ai apporté quelques photos pour que vous puissiez comprendre un petit peu le paysage de cette région. Alors cette partie avec l'eau, c'est justement l'Alqueva, qu'on peut aussi connaître en bateau et en faisant plusieurs activités touristiques et culturelles. L'Alentejo est très diversifié en termes de paysage et en termes aussi de patrimoine. On a du patrimoine archéologique très intéressant, notamment le cromlech des Almendres. On a des villes romaines, on a des villes fortifiées, comme c'est le cas de Mervin ou de Estremoz, que peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent aussi. Donc, on a au long de toute la région une diversité culturelle et des manifestations culturelles et du patrimoine architectural très riche. Et voilà aussi pourquoi on a cet intérêt de présenter cette candidature agrupant les autres villes qui sont aux alentours d'Évora. On a déjà 4 labels UNESCO. Je sais très bien que dire ça devant un public français, c'est un petit peu ridicule. Mais en fait, les régions sont différentes et les présidents les pays sont différents. Alors, c'est important de comprendre que Évora a eu sa classification en 1986
Donc, on vient de fêter les 30 ans de patrimoine de l'humanité. Mais Elvish, Kantelentjan et les Oshés, ils viennent de 2012. Donc, ils accompagnent ce nouveau esprit qu'on est en train de vivre à l'Alentejo. Je le soulignais quand on a parlé du paysage, mais on le constate aussi dans le domaine du patrimoine culturel. Donc, il y a vraiment tout un mouvement. Vous savez très bien qu'il y a tout un mouvement de développement qu'on rencontre au Portugal d'une façon générale, mais surtout dans ce domaine de la culture et du patrimoine à l'Alentejo en particulier. Et bien sûr parce que l'Alentejo n'a pas souffert, n'a pas toujours d'industrie, et donc on a eu l'opportunité, si vous voulez, de préserver très bien ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Et voilà, en ce moment, on est en train de reconnaître l'importance et la valeur de ces, je ne sais pas comment on dit, mais de ce qu'on a reçu des gens qui sont venus avant nous. Alors, on a plusieurs événements culturels toujours à l'Alentejo qui ont déjà, on a que choisi les 3 qui ont la plus grande expression européenne, toujours autour de la musique. Donc, le festival Terra Sem Sombra, c'est-à-dire territoire sans ombre, parce que comme il fait vraiment chaud à l'Alentejo, je pense que vous savez ça, il fait vraiment chaud pendant l'été. En fait, on venait de 30 degrés avant-hier. Donc, on est arrivé ici, ils nous ont dit qu'il faisait 6 degrés. Voilà pourquoi vous allez tous au Portugal et à l'Alentejo, parce que les gens, ils étaient tous à la plage le dernier week-end. C'est un petit peu trop, quand même. Normalement, l'été se termine début octobre, pas fin octobre. Mais de toute façon, alors l'ombre, c'est quelque chose qu'on désire beaucoup à l'Alentejo. Et voilà pourquoi le nom du festival de territoire sans ombre. Ce festival est très intéressant. C'est un festival qui parcourt aussi la région et tous les concerts ont lieu dans des églises. Alors on a un très grand nombre, je n'ai pas porté les noms, mais on a plus de 600 monuments à l'Alentejo. Et justement, beaucoup ce sont des églises, bien sûr, et des couvents, des monastères. Et bien sûr, parce qu'on n'a pas de gens, ces endroits sont presque tous fermés. Donc, une façon de revitaliser ce patrimoine, c'est de trouver de manifestations culturelles, visites, des concerts de musique, enfin d'autres activités qui puissent montrer ce patrimoine aux gens qui veulent visiter. Mervin aussi, le festival des musiques du monde. En ce qui concerne le tourisme, qui est toujours une partie très importante aussi dans une candidature de capitale européenne, mais qui n'est pas du tout la partie la plus importante. De toute façon, c'est important de savoir ce que je vous disais avant, que dans les dernières années, l'Alentejo a reçu plusieurs prix touristiques et qui, ces prix accompagnent les nombres, les numéros, les chiffres qu'on présente d'une façon chaque fois plus croissante à l'Alentejo. Donc, on est en train de vérifier une croissance supérieure à 10% de nuitées depuis 2014, toujours de chiffres. Les agents d'animation touristique qui est un élément très important dans une capitale européenne de la culture parce que c'est la dimension des entreprises qui sont dans le territoire. Chaque fois sont plus aussi. Et les marchés qui visitent, d'où viennent les touristes qui visitent la région, se diversifient aussi, notamment avec le Brésil, qui est un marché qui est plus récent. Bon, ça c'est l'Alentejo. Je n'ai pas parlé, mais Évora, elle est à 1h20 de distance de Lisbonne. On a des bus chaque heure qui partent du centre de Lisbonne à Évora. Donc, on a plus de 10 bus par jour. On a le train et bien sûr, on a l'autoroute. Vous savez que le Portugal, on a beaucoup d'autoroutes partout. Donc, c'est très facile d'arriver partout aussi. Mais je veux dire que de façon individuelle ou en transport collectif, c'est très facile d'aller à Évora. Donc, si vous choisissez Lisbonne comme votre destination de vacances, n'oubliez pas de consacrer un jour, comme vous le faites pour Sintra, il faut consacrer un jour pour aller à Évora le matin et revenir l'après-midi si vous voulez, à la fin de journée si vous voulez, ou si vous voulez, vous pouvez dormir et revenir le jour suivant
à Lisbonne, si c'est ça votre désir. Mais il faut surtout connaître Èvre. Et pour les Français, il y a une raison pour laquelle c'est très intéressant de le faire. C'est que, comme vous savez, alors hier, on a fêté 262 ans du grand tremblement de terre qu'on a eu à Lisbonne, le 1er novembre 1755. Donc, vous pouvez toujours regarder, connaître une ville de la Renaissance au Portugal. Il faut aller à Èvre. Et vous pouvez imaginer ce que Lisbonne pourrait être au cas où on n'aurait pas eu le tremblement. Donc, c'est une autre raison pour aller à Èvre. Donc, Èvre est une ville-musée. Elle a son centre historique classifié comme patrimoine mondial depuis 1986. Pas beaucoup de gens, 56 000 habitants environ. Et elle a une université. C'est la photo d'en bas. L'université, c'est le collège du Spirit Saint. C'est aussi un patrimoine qu'il faut visiter. Et pour les plus jeunes qui sont ici, c'est très bien d'étudier à Èvre et à l'Alentejo, si vous en pensez. On a plusieurs équipements culturels, beaucoup de patrimoine, bien sûr. On n'a mis que la liste des plus importants et que à Èvre. On essaye, dans la capitale européenne de la culture, d'utiliser d'autres équipements culturels dans les autres villes qui sont aux alentours de Èvre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon, il faut le dire, je ne sais pas si vous le savez, que l'Alentejo est connu aussi, non seulement parce qu'il fait très chaud, mais aussi parce qu'il fait très chaud, on est plutôt slow. Vous connaissez le mouvement slow food? On a le mouvement slow. Aujourd'hui, le mouvement slow est une raison d'intelligence, parce qu'on sait bien qu'aller trop vite, ce n'est pas bien pour personne. Et donc, cette candidature, elle fait un petit peu elle marche un petit peu au contraire de l'habituel, parce qu'on est la première ville au Portugal qui est en train de travailler sur la candidature de 2027, Èvre. Non pas parce qu'on pense qu'on prendra plus de temps que les autres, mais parce qu'on veut vraiment présenter un projet très fort. Et on a réussi à Èvre, avec cette candidature, de réunir le partenariat qui est ici représenté par ces trois responsables politiques qui ont en fait se sont compromis avec un engagement institutionnel depuis 2016. On a présenté des candidatures aux fonds européens et en ce moment on est en train de travailler et exécuter les projets qu'on a dessinés. Vous voyez la liste des entités qui font partie de ce partenariat. Ce sont des gens qui pensent de façon très différente, culture, tourisme, université. C'est aussi un défi de pouvoir travailler avec tous ensemble. Et jusqu'à présent, comme vous le voyez ici, on a réussi à mener ce projet avec une bonne solution. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour 2018? Et je termine bientôt. On aura le premier workshop international lié à la candidature d'Èvre 2027 en mars à Èvre pendant 3 jours. On le présentera bientôt et pour tous ceux qui sont intéressés, il faudra seulement aller sur le site evre2027.com et envoyer un email pour qu'on puisse vous envoyer toute l'information. Mars c'est vraiment une des meilleures époques pour aller à l'Alentejo. C'est très très beau. Je ne l'ai pas dit, mais on mange très très bien à l'Alentejo, on boit aussi très bien et normalement on dort après avoir mangé et c'est officiel, donc il faut pas, on le fait devant tout le monde et voilà pourquoi on a tellement d'énergie aussi peut-être. Bon, de toute façon on aura ce workshop, je le dis aussi parce que dans le workshop, comme je disais avant, dans le workshop on a inclus la dimension gastronomie sans cette idée des villes, des urbains, qu'il faut manger très vite, debout et partir tout de suite. Non, on fait justement le contraire. Donc, le déjeuner fait partie de la dimension culturelle de le workshop. C'est aussi un apprentissage culturel. Donc, on prendra plus de 3 heures dans ce déjeuner. On peut dormir à la suite et on recommencera les travaux à 4 heures de l'après-midi. Donc, toute notre candidature est basée sur l'authenticité. On ne veut pas être comme les autres, on veut être nous-mêmes et partager notre identité. Donc ça, c'est le workshop qu'on va organiser pour mars 2018.
On est déjà en train de travailler, on commence le travail avec les communautés locales. Vous savez que les communautés locales sont la base de toute capitale européenne de la culture, essayant de trouver avec eux le thème de la capitale. Donc le thème de la capitale ne sera pas imposé par les experts, mais sera travaillé avec les habitants. On est en train de terminer l'étude sur la valeur économique du secteur culturel et créatif de la région de Évora et de l'Alentejo. On n'a jamais fait ce travail dans notre région. Donc, c'est la première fois qu'on est en train de mener quelque chose pareil. On établit un réseau des musées et des équipements culturels d'Évora, que bien sûr, ce sera le prototype de l'organisation des musées et des équipements culturels qui feront partie de la capitale européenne de la culture. Donc, on fait ce réseau maintenant que sur Évora, mais avec le but d'élargir bientôt. On a déjà visité nos collègues de Matera 2019, donc c'est la photo que vous voyez, on l'a fait en mai dernier pour connaître un petit peu comment ils organisent la capitale européenne de la culture, et surtout parce que Matera, région Basilicata de l'Italie, elle a les mêmes chiffres que Évora en tant qu'habitant, etc. Donc voilà pourquoi on a d'autres missions déjà préparées, et on essaye de professionnaliser l'équipe exécutive de la capitale européenne de la culture aussi. Donc vous voyez, ce sont plusieurs défis qu'on a devant nous. Le but, c'est bien sûr de définir une politique culturelle qui puisse être un petit peu plus, qui puisse dépasser la ville d'Évora, qui puisse aller jusqu'aux d'autres villes de l'Alentejo, et bien sûr d'être le vainqueur du concours national qui commence en 2020. Je vous remercie, et maintenant je demande à l'adjoint du maire, Eduardo Luciano, de présenter, de présenter la dimension politique. Je présentais seulement la dimension technique du projet. Portugais. Alors, portugais parce que tout le monde a déjà le texte, c'est ça? Alors, monsieur l'adjoint du maire parlera en portugais, qui est la langue de Luís de Camões, comme vous savez, Lusíadas, et de la première globalisation du monde. Peut-être que quelques-uns d'entre vous, puisque ça s'est passé, ça fait déjà 500 ans, ne se rappellent plus de cette langue, mais il y a un texte qui est traduit et qui a été distribué, ou qui va être distribué par tous, donc en français, bien sûr. Donc, si vous voulez accompagner dans la langue de Descartes, Molière et Voltaire, nous, on parlera dans la langue de Camões. Vous pouvez commencer, si vous voulez, avec où vous voulez. Quer vir aqui? Vou só pôr a imagem primeira. Pode vir. Não, por causa do... Muito boa tarde a todos. Pedir desculpa por o Sr. Presidente da Câmara Municipal não poder estar presente. Uma questão pessoal, particularmente dolorosa, obrigou-o a regressar a Évora ainda ontem. Eu vou ler a intervenção que o Sr. Presidente da Câmara era para estar aqui hoje a fazer neste momento. Num belíssimo texto com que brindou Évora, José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, escreveu: "O mais surpreendente será pensarmos que uma tal beleza começou por não existir. O lugar estava ali a colina, o monte, à altura desafogada de onde os olhos poderiam abraçar um vasto horizonte. Tão vasto que mais parecia estar a planície a empurrá-lo até ao infinito. Apesar de perto correr uma ribeira, daquelas que sempre atraíram e depois fixaram a morada dos homens, para lhe oferecer o alimento e o refresco do corpo, esta colina, que um dia viria a receber o mágico nome de Évora, só teve para dar durante anos e anos sem conto a mesma humildade de quantas a rodeavam. Ser atalaia de pastores e mirante de viajantes perdidos à procura de um caminho. Évora foi fundada há mais de 2000 anos pelos romanos, mas a presença humana neste território registra vestígios com mais de 50 mil anos. Por exemplo, o Cromlech dos Almendres, muito mais antigo que o Stonehenge, é um dos expoentes das centenas de monumentos megalíticos da região.
Em Évora, viveram e cruzaram-se diferentes povos e civilizações, dos romanos aos árabes. O nosso centro histórico, património mundial, muito deve à permanência do poder real da cidade. Mas, verdadeiramente, a identidade de Évora é a identidade desta inigualável região portuguesa que é o Alentejo, 1/3 do território continental. Identidade que é, antes de mais, cultural, com uma gastronomia única e deliciosa, o vinho, o azeite, a arquitetura ou o canto alentejano, também ele património da humanidade. O alentejano tem uma dignidade própria que se traduz também em saber receber, abrir a porta da sua casa, cultivar a amizade e o trabalho. Nesta cidade, carregada de história e tradição, estamos a construir a modernidade com as vistas largas que a planície alentejana nos convida. História que se repete e respira nesta cidade única e surpreendente. Cidade construída ao longo dos tempos por gente oriunda dos 4 cantos do mundo. Évora permanece como um cais plantado no meio da planície alentejana. Os ventos que a percorrem, ondulando a seara desde o fundo dos tempos, misturam odores marítimos atlânticos e mediterrâneos. Évora é porto de abrigo, lugar de chegadas e partidas, lugar de encontro de gente, lugar de miscigenação de culturas, lugar de tensões entre a história e a tradição por um lado e a criação contemporânea, o conhecimento e o pensamento crítico por outro. Essa relação dialógica, por vezes disruptiva, presente em todos os tempos, mediada sempre pela cultura, matriz propiciadora de dinâmicas socioculturais, não se vê à vista desarmada nas pedras que serviram para construir os seus monumentos, no edificado, nas 3 muralhas que a cercam, a romana, a medieval e a de Vauban, mas sente-se porque permanece nas memórias dos lugares. Por vezes, acumuladas pelo sedimento da história, importa resgatar essas memórias, trazê-las à tona dos dias que passam e pela arte e pela cultura reiniciar, num movimento perpétuo, um processo de ressignificação, uma narrativa que envolva a arte contemporânea, conhecimento, lugares patrimoniais e públicos. Évora é uma cidade onde a tensão criativa encontra nas ruas e praças o espaço privilegiado para desafiar quem a vive a participar na construção de um outro mundo. A herança de um vasto e rico património que mereceu a inscrição na lista do Património Mundial pela Unesco em 1986, assume hoje um papel central e um desafio para uma gestão centrada na pessoa, nos valores humanistas, na defesa do direito à cidade e à cultura. Em Évora, vive-se e sente-se todos os dias a presença da cultura como pilar essencial do desenvolvimento, como forma de atrevimento e provocação constantes perante os vetustos 2000 anos de história. Construir a cidade de cultura é um processo participado que implica uma grande capacidade de envolver as forças criativas sem a tentação de as conter ou tutelar. A construção do futuro tem de ser capaz de romper com o passado e, simultaneamente, preservar e respeitar o seu legado identitário, que em cidades como Évora assume o peso do que é essencial. Na construção da candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura 2027, surgem desde logo um conjunto de interrogações e desafios. Até que ponto a cultura pode contagiar e ser contagiada pela diversidade da vivência e da construção coletiva da sociedade na cidade e na região Alentejo? Até que ponto a reprodução da imagem da cidade de cultura e as práticas que lhe forem associadas permitem mediar a relação dos indivíduos com o património físico e material num território? Até que ponto o confronto inesperado com artes na rua contribui para a transformação do espaço, do largo, da rua, em lugar, em espaço público, em espaço comum, tornando bens comuns, quer os objetos artísticos e culturais, quer os patrimoniais onde decorrem. Até que ponto é que as expressões artísticas transportadas para o espaço público se convertem em artes sociais, relacionais, públicas? Até que ponto é que, acontecendo no espaço público, mediando a relação entre o lugar, os indivíduos e o património, as artes tendem a reforçar as relações identitárias pela integração social, pela promoção ativa de mais cidadania, pela democracia cultural, pela criação de territórios simbólicos de partilha e fruição de criatividade, pela construção de lugares de vida. É para lá desse ponto imaginário que nos propomos navegar num processo participado pela população,
pelos criadores, pelos agentes culturais, de elaboração da candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura 2027, redensificando de vida o espaço público, criando novas centralidades no centro histórico através de abordagens de acupuntura urbana pela criação de espaços de condomínio criativo, preservando a dimensão existencial da cidade e o direito à cidade, criando condições de participação cidadã para a construção permanente da cidade como um habitat humano comum, criativa, democrática, sustentável, solidária com o território. Continuaremos esse processo e encontraremos as respostas com e na cidade que Saramago nos revelou. E passo a citar o autor, porque Évora é principalmente um estado de espírito. Aquele estado de espírito que, ao longo da sua história, a fez defender quase sempre o lugar do passado, sem negar ao presente o espaço que lhe é próprio, como se com o mesmo olhar intenso que os seus horizontes requerem, a si mesma se tivesse contemplado e, portanto, compreendido que só existe um modo de perenidade capaz de sobreviver à precariedade das existências humanas e das suas obras. Segurar o fio da história e, com ele bem agarrado, avançar para o futuro. Évora está viva porque estão vivas as suas raízes. Muito obrigado. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On est totalement à votre disposition. Résumé. Non, oui, non, pas tout le monde a eu. Bon, en fait, ce que Monsieur l'adjoint du maire a présenté, comme je vous ai dit, c'est le statement politique de la mairie. Donc, pourquoi est-ce que la mairie a décidé d'entreprendre ce défi de la capitale européenne de la culture? Comment est-ce que la mairie voit Évora tant en tant que passé comme de futur? Quelle est la dimension culturelle d'Évora? Et voilà, et toute la conviction de la mairie, toute la conviction politique de la mairie que ce défi est un défi très important pour le futur de la ville. Bon, je résume vraiment, hein. Avec des citations de José Saramago, qui vous connaissez, je pense que c'est le prix Nobel de la littérature portugaise, et qui a écrit plusieurs livres, et qui a aussi décrit Évora, notamment dans ses voyages au Portugal, que je pense aussi que quelques-uns d'entre vous ont déjà lu. Voilà, je résume vraiment, comme vous avez vu, c'était un petit peu plus que ça, mais je résume vraiment. Alors, on aimerait bien avoir des questions. Oui. De Évora 2027, c'est une question très sympathique, mais un petit peu avant longtemps. Alors, posso partilhar os números? Nós colocamos isso na informação. Quer responder? Quer que eu traduza? Querem responder? Bon, alors, nous avons présenté 2 candidatures. Alors, on vient de commencer. Donc j'espère que oui, qu'on aura un budget, non pas un budget très fort, mais un budget proportionnel à notre réalité, et aussi avec une dimension de préoccupation avec la capacité de maintenir ce budget après 2027. Comme vous savez, c'est une dimension importante du label Capitale européenne de la culture. En ce moment, on a présenté 2 candidatures de 2,1 millions d'euros. L'année dernière, 2016, on est en train d'exécuter ce programme. Ce n'est pas tout le programme consacré à Évora 2027, donc tout ce budget consacré directement à Évora 2027. Une partie de ce budget est consacrée aux activités qui étaient déjà prévues de la part de quelques-unes des institutions qui font partie du partenariat. On a une dimension exclusivement Évora 2027 qui se termine à la fin de 2018. Donc cette année-ci, l'année qui commencera bientôt, on aura cette mission de trouver de nouveaux façons de financer le projet Capitale européenne de la culture Évora. C'était une des questions. Et l'autre, c'était la deuxième question. Et la première question, pardon.
Alors, c'est pour ça qu'on fait, pour répondre à cette question, c'est pour ça qu'on commence avec une étude de la valeur économique du secteur. Parce qu'un des problèmes, on n'a pas de problème à Évora et à l'Arentège, bien sûr, on a des opportunités, mais une des questions qu'on a à l'Arentège, c'est qu'on n'a pas de chiffres pour presque rien du tout. Bon, je plaisante, on a des chiffres bientôt, bien sûr, mais pas tellement de chiffres. Et dans le domaine du secteur culturel et créatif, on a vraiment très peu de chiffres. Donc voilà pourquoi on commence avec une étude sur la valeur économique de ce secteur pour qu'on puisse, au long des 10 ans de travail, mesurer les retombées dans les différents domaines qu'on essaie d'influencer avec ce projet. J'ai répondu? Oui. Dans le film, on voit qu'il y a le sport, mais dans la programmation, c'est-à-dire le sport traditionnel. Le sport? Oui, il n'y avait pas de... Enfin, je crois qu'il y a Ok. la bourse traditionnelle. Donc, dans la programmation, vous avez bien listé la partie culture, la partie tourisme. Mais vous n'avez pas introduit la notion de sport. Parce que bientôt, les touristes et le patrimoine vont s'embrigader. Bien sûr. Vous laissez les sports de quel côté? C'est la question que je voulais... Merci. Si. Vous avez parlé du patrimoine, la cité dans la partie traditionnelle de la ville. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre en valeur l'architecture de terre? Parce qu'à l'UNESCO, il y a un programme de l'architecture de terre. Merci. Très bonne question. C'est ça bien clair, je répondais. Non. Alors, le sport. 100% le sport. L'Alentejo est une région. On a à l'Alentejo une des plus importantes, un sport touristique. Je vais parler d'un sport touristique, d'un sport qui nous permet de connaître le paysage. On a à l'Alentejo une route qui est très importante, qui s'appelle route Rota Vicentina, qui nous permet en ce moment de connaître presque toute la côte de l'Alentejo, qui a été reconnue avec plusieurs labels internationaux. Et donc, on a cette façon de connaître la région en walking, mais on a aussi des produits je parle de produits touristiques, bien sûr, pour connaître la région, le cycling. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent à l'Alentejo pour connaître le territoire en vélo. Alors, l'Alentejo, c'est toujours straight. Une planure, non, une plat. Une plaine. Presque tout est une plaine. On a plusieurs expressions qui sont liées à cette idée de plaine. On voit les villes d'un côté à l'autre. Donc, si vous êtes à l'Alentejo et si vous vous arrêtez, si vous ouvrez la fenêtre pour demander à quelqu'un une direction, parce que vous pouvez le faire à l'Alentejo, vous pouvez vous arrêter, ouvrir la fenêtre, parler avec les gens. Non pas fermer, utiliser le GPS, non. À l'Alentejo, il faut communiquer. C'est très, très humain. Et donc, si vous demandez où est la ville, je ne sais pas quoi, ils vous diront « Ah, Ejali ». Ejali, ça veut dire, c'est juste en face. Juste en face, ça peut être 40 km en face. Mais comme on voit tout, parce que c'est une plaine, c'est très bien pour faire du cycling, du walking, sport. Donc, et aussi, bien sûr, le tourisme nautique aussi, avec l'Alqueve, non seulement. Donc, on a beaucoup de façons de connaître la région à travers le sport à l'Alentejo. En ce qui concerne la construction, l'architecture en terre, l'Alentejo est une des régions plus importantes dans le domaine de l'architecture en terre. On a une façon de construire très particulière qui s'appelle taipa. C'est une façon, en fait, très, 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 très intelligente. Tellement intelligente que des gens du nord de l'Europe aujourd'hui achètent les maisons de l'Alentejo parce qu'elles n'ont pas besoin de climatisation ni de rien du tout. Ce sont des murs de 50 cm d'épaisseur qui sont faits avec plus de la terre, de la paille, d'autres matières organiques et qui nous permettent de garder ou de préserver la température qu'on a à l'intérieur de la maison d'une façon très naturelle. Donc, ça serait bien aussi que la capitale européenne de la culture, bien sûr, soit une opportunité pour développer encore un petit peu plus
la taille pour Portugal à l'Alentejo, qui est la région la plus importante dans ce domaine de l'architecture de la terre au Portugal. Merci, de toute façon. Donc, c'est ce que je ne comprends pas très bien votre question. Non, je plaisante. Il y en aura d'autres. Ils nous ont dit qu'il y en aura d'autres, mais en ce moment, non, je plaisante. Oui, il y en aura d'autres, bien sûr, mais elles ne sont pas encore officielles. Et voilà. Et je reviens sur Èvre. Non, alors de toute façon, non, je vous réponds, je peux pas vous dire les autres parce qu'elles sont pas officielles. Non, voilà la seule raison pour laquelle on entend dire que, de toute façon, Èvre, indépendamment maintenant de la qualité du travail qu'on pourra entreprendre, elle a une caractéristique que les autres villes ne pourront pas présenter, c'est le fait d'être la ville d'une région qui est toute elle. Si vous demandez à quelqu'un au Portugal son origine, il pourra répondre « Eu sou alentejano », je viens de l'Alentejo. Mais si vous demandez à quelqu'un du Nord, ils ne vous répondront pas « je suis du Nord », ils vous répondront « je suis de Braga » ou de Guimarães. Donc on a une identité régionale très forte qui nous a permis d'arriver jusqu'ici et qu'en ce moment, on est en train de profiter pour la capitale européenne de la culture. Oui? Oui, bonjour. Je suis intéressé par la dimension de la coopération culturelle européenne. Et par exemple, si vous avez considéré la collaboration avec vos voisins espagnols, même si je sais que c'est un autre pays, mais... C'est un autre pays, ça c'est sûr. Ça, c'est absolument sûr. Il y a des coopérations envisagées pour mettre en valeur votre aspect européen. Bien sûr. Respondi, eu traduzo. Vossa Excelência. Bon, alors, bien sûr, on est très intéressés, même avec nos amis espagnols, de travailler ensemble, je plaisante. On a fait notre première mission à Matera, on a déjà établi quelques lignes de travail avec l'Italie, mais aussi du travail avec le Maroc, notamment autour d'un thème qui est un thème très méditerranéen, qui est le thème du silence. Donc, on est très intéressés de pouvoir développer ces collaborations avec d'autres pays, notamment avec l'Espagne, bien sûr. On attend la professionnalisation de l'équipe exécutive pour qu'on puisse entreprendre ces projets qui sont toujours des projets de long terme, dans notre cas encore plus, et qui ont besoin vraiment que quelqu'un se mette sur le sujet. Mais bien sûr, on est très intéressés, non pas seulement avec Èvre 2027, mais avec d'autres capitales européennes de la culture qui sont déjà en place. Et Èvre fait partie, bien sûr, du réseau européen des villes patrimoine mondial. Et Èvre et l'Alentejo fait partie de plusieurs réseaux européens et travaille dans d'autres domaines directement avec l'Espagne, Extremadura. Donc, on a cette habitude au Portugal de travailler dans des projets européens ou même avec l'Afrique. Et bien sûr, on essaiera d'apporter ce travail aussi à la capitale européenne de la culture. D'autres questions? Non? Alors, nous vous remercions votre disponibilité, votre intérêt. Vous avez le site evre2027.com qui a déjà l'information et notamment le flyer qu'on a fait avec l'information sur la première information sur le projet. On a déjà un email. On serait ravis de recevoir vos suggestions, vos idées, vos commentaires. Et on espère pouvoir vous voir pendant 10 ans jusqu'à 2027. Et en 2027, bien sûr, à Èvre. Merci beaucoup. Ah, et maintenant, on a du vin. Pardon, on a du vin, bien sûr. On a du vin, on a un liqueur, c'est ça?
un liqueur de Vidigueira. Vidigueira, c'est une ville de la partie sud de l'Alentejo. Donc, on est tellement grand à l'Alentejo qu'on a le nord de l'Alentejo, le centre de l'Alentejo et le sud de l'Alentejo. Et Vidigueira, en fait, c'est la ville où on a apporté la photo d'une ville romaine de Sant Cugat. Donc, c'est la ville où on a Sant Cugat et d'autres choses très intéressantes. Et on a un liqueur pour vous tous de Vidigueira pour que vous puissiez essayer. Voilà, merci. Deixa-me só tirar aqui o...